Bonjour et bienvenue. Je suis Benoît Poliquin, le fondateur et l'un des portefeuilles, les gestionnaires de portefeuille ici chez Exponent. Et vous êtes en train de visionner la revue du deuxième trimestre 2025. Or, d'emblée, on va débuter avec notre panneau de rendement normal qu'on utilise à tous les trimestres. Ce que l'on peut voir, c'est que les rendements au deuxième trimestre de 2025 ont été largement très intéressants. Mais ce qu'on va voir un petit peu plus tard, c'est que l'ensemble des actions n'ont pas suivi la cadence des rendements des indices. Donc, si on regarde les indices, on commence au Canada, on a eu un rendement de 8,5 rendement total. Quand on dit rendement total, on parle d'appréciation plus rendement dividende. Sur un an, on est à 26 16 sur 3 ans. Le S&P 500, qui est, je vous rappelle, à peu près 40 de titres technologiques, on a eu 4,9 de rendement en dollars canadiens. Sur un an, on était à presque 15. Sur 2 ans, on est à presque 22. Donc, l'écart entre le Canada et les États-Unis est en train de se rapetisser, si on veut. Le Nasdaq, le titre fort en pondération technologique, lui a eu un très bon rendement de 11,4. On est à 14,3. Donc, on peut voir le S&P 500 et le Nasdaq ici se rapprocher. Il y a peut-être lors du prochain vidéo, il y a des raisons techniques pour ça. Et quand on se regarde vers l'Europe, on voit un petit rendement de 1. On voit un rendement sur 3 ans quand même assez intéressant. Et sur un an, un rendement de 9 qui se défend très bien. Les obligations, si on saute tout de suite aux obligations, on a eu un rendement, si on veut, plat, un peu à la baisse, c'est-à-dire qu'on a eu une petite hausse des taux d'intérêt pendant le trimestre, mais sur les derniers 12 mois, on a eu une baisse des taux d'intérêt qui a fait que le prix des obligations en général a augmenté. Donc, on a eu un rendement de coupon ou revenu d'intérêt, si on veut, plus une petite appréciation. Sur le rendement sur 3 ans, on regarde ici le rendement du coupon, là, c'est-à-dire le taux d'intérêt que nous versent les obligations. Le pétrole, toujours en baisse, pendant que l'or est en hausse, figurant sur un an de 43. Si on regarde les taux d'intérêt, si on fait un prêt au gouvernement du Canada sur une échéance de 1 an, on va toucher 2,6 2,8 sur 5 ans, 3,3. Pour les CPG, les GIC en anglais, on regarde à des taux de 3,4 et 3,8 sur 5 ans. Si on compare ça à l'an passé, on aurait à peu près 1 ou à 125 points de base de plus il y a un an qu'aujourd'hui. Si on résume les grandes lignes du dernier trimestre en termes de nouvelles, si on veut, on a l'influence de la politique. On a eu des élections, on a une nouvelle administration aux États-Unis. On parle d'élections un peu partout dans le monde. Cependant, on a les indices qui sont en flèche vers la hausse, mais pas toutes les actions. On a certainement une incertitude géopolitique, mais encore là, les indices ne se reflètent pas cette incertitude-là. On a eu des élections, je le mentionne encore parce qu'on en a parlé beaucoup de nos élections au Canada. On a eu ici, comme je vous ai montré ici, on a vu, ou je ne l'ai pas montré, mais là, je vais vous le montrer, on a eu un recul du dollar américain de 5,4 pour le trimestre. Est-ce que c'est l'envol du UR? Je dirais probablement à ce moment-ci, on pourrait plutôt parler d'un rebondissement, peut-être pas un envol, un peu de bonheur pour faire cette réflexion. Le pétrole et les taux d'intérêt sont toujours à la baisse. Si on se tourne vers les rendements, donc ici, on a le S&P 5, pardon, le TSX, non, le S&P 500. Ici, on a un rendement de 4,9 pour le trimestre. Là, ce que vous voyez devant vous, c'est les différents secteurs. Donc, tous les indices sont euh, catégorisés et ça nous permet de regarder un peu sous le capot, c'est quoi les secteurs de l'économie ou de la bourse qui ont vraiment tenu les rendements. Donc, un rendement positif. Cependant, on a des rendements négatifs, surtout pour les secteurs comme ce qu'on appelle les secteurs de la santé, les secteurs des denrées, les secteurs plus défensifs, si on veut. On a eu une baisse des intérêts, donc les compagnies qui génèrent genre télécommunications ou encore qui génèrent de l'électricité ont eu un rendement très positif. C'est drôle, la technologie a un rendement négatif pour le secteur. Cependant, on a eu des titres et c'est le point de l'exercice ou mon histoire, si on veut. Je vais vous mentionner des compagnies comme Broadcom, Netflix, Palantir, Oracle, Nvidia, qui représentent à peu près 12 du S&P 500.
et ont rajouté 8 de rendement, tandis que l'indice a eu 4,9. Donc, on regarde que 5 actions ont généré 8 de rendement pendant que les 495 autres ont découlé ou décaissé un rendement de 3 à la négative. Donc, vraiment, si on n'avait pas les bonnes actions au deuxième trimestre 2025 ou si on n'en avait pas assez, on, euh, on tardait à suivre, on avait la misère à suivre les rendements des marchés. Si on regarde au Canada, c'est pas mal la même histoire. Hem, Ici, on n'a que 2 ou 3 secteurs canadiens en hausse. Donc, on parle ici de la technologie. C'est un peu drôle de voir le secteur technologique canadien en hausse par rapport au secteur américain, mais il y a vraiment un titre qui a amené, ce rendement-là. En fait, 2 titres. On a Celestica qui est en hausse de 80 pour le trimestre et évidemment, Shopify qui a un rendement, très fort au-dessus de 20 pour le trimestre. Hem Quand on parle des matériaux, on parle des actions orfèvres. Donc, évidemment, avec l'or qui a eu un bon rendement, c'est certain que les titres boursiers vont suivre. Et finalement, on a le secteur bancaire, assurance et bancaire, le secteur financier, si on veut, qui a eu un rendement positif. Il n'y en a que 3. Le reste des secteurs sont tout à fait négatifs. Donc, encore là, la pondération, la sélection et c'est un petit, petit groupe. Il y a à peu près une demi-douzaine de titres au Canada et aux États-Unis qui ont largement, heu, poussé les indices vers le haut. Il me semble qu'au deuxième trimestre 2025, on a parlé beaucoup des manchettes. Pourquoi? Ben, je pense que le rendement, heu époustouflants des indices ont vraiment tourné les investisseurs ou chez plusieurs investisseurs ont posé la question, mais pourquoi les rendements sont si élevés dans les indices pendant qu'on a toutes ces incertitudes, si on veut, ou des manchettes tout à fait négatives? Donc, pour le fun, j'ai demandé à ChatGPT les grandes manchettes, le top 5 si on veut, au Canada et le top 5 aux États-Unis, selon l'intelligence artificielle, ce que ChatGPT trouvait comme les plus importantes manchettes. Donc, on parle ici d'un déficit commercial qui s'est réduit en mai. On parle aussi que le Canada vise de devenir une superpuissance énergétique. On parle ici des négociations commerciales entre le Canada et les États-Unis. On parle aussi d'une loi controversée pour accélérer les projets de ressources. C'est un peu le premier projet de loi du nouveau gouvernement canadien. Et pour terminer, on a aussi, la plateforme électorale qui a vraiment fait un virage vers pour essayer de stimuler, si on veut, l'économie. Donc, que ce soit conservateurs ou libéraux, la plateforme électorale était, si on veut, pro-business, qui est un changement, par rapport aux 2 anciennes campagnes électorales. Donc, je suis pas sûr que si j'avais choisi ça, j'aurais certainement parlé mes premiers choix auraient parlé au Canada certainement de l'immigration et de l'impact sur l'économie et on aurait aussi parlé du changement de voie, au point de vue économique entre le premier trimestre et le deuxième trimestre au niveau des rendements. Mais l'intelligence artificielle a choisi un autre top 5. Si on parle ici aux États-Unis, on les trimestres, on parle ici de ici, c'est intéressant parce qu'il y a un peu un paradoxe. Donc, la première manchette parle, un taux de chômage à la baisse avec une forte création d'emplois. Hem Et aussi, on parle ici d'une croissance qui est soutenue par le secteur public. Mais le privé ici ralentit, avec une économie qui montre des faiblesses, si on veut. Le paradoxe étant un marché de l'emploi qui est très fort avec un taux de chômage très, très bas, cependant avec un PIB aussi à la baisse. Donc, c'est là le paradoxe. On parle de taux d'intérêt qui se maintiennent stables, mais avec une tendance à la baisse. On parle aussi de tarifs. Et finalement, JP Morgan alerte. Et ça, cette manchette-là, elle ressort souvent. Dans le fond, c'est le pire cauchemar économique, c'est ce qu'on parle, une stagflation, c'est-à-dire une inflation, une période inflationniste où les prix augmentent, tout en ayant une croissance très limitée par rapport à la croissance économique. Donc, on parle ici de JP Morgan, une grande banque américaine qui prévoit une augmentation de la probabilité de ce scénario-là de stagflation.
Juste rapidement et de façon graphique, on va regarder le cours du S&P/TSX, c'est-à-dire l'indice canadien. Donc, on a eu au début avril, on a eu ce qu'on appelle le tariff tantrum, où les marchés boursiers ont baissé d'à près 10-12. On a eu un soubresaut vers la hausse, un recul, ce qu'on appelle un retest, pour ensuite, on a eu vraiment une marche à suivre jusqu'après au mois de juin. Puis depuis le mois de juin, c'est quand même assez stable. Et c'est un peu chose, ça ressemble pas mal à la même chose aux États-Unis. Donc, quand on regarde les États-Unis, on a un peu la même histoire. La baisse a été pas mal plus violente, surtout pour les titres boursiers de technologie. Donc, si on avait pris la photo à la fin du mois d'avril ou à la mi-avril, le top 5 des meilleurs rendements ne serait pas ce qu'il a été à la fin du trimestre. Donc, pour ceux qui ont acheté, qui ont ajouté à des titres boursiers de technologie, on peut parler de Microsoft, Google, mais on peut parler de ceux dont j'ai parlé auparavant, là, Netflix, Nvidia et quoi que ce soit. C'était vraiment un bon temps pour acheter. Et on se retrouve ici à la fin du trimestre avec les marchés qui frôlent le plus haut niveau de tous les temps. On peut, là, on va changer de vitesse si on veut. Pendant le trimestre, j'ai parlé et nous avons tous parlé beaucoup de politique à nos clients. Chose qu'on déteste faire. On aime la finance, la politique, pas vraiment. Donc, on essaie d'expliquer un peu, mais la conclusion qu'on essaie de faire passer, c'est que pour les investisseurs à long terme, c'est la bureaucratie, les différentes politiques qui sont adoptées par les gouvernements et non la politique au sens quotidien des choses. Donc, on va parler ici et le principe, on va le faire passer, on va l'expliquer avec des politiques de l'Agence environnementale des États-Unis, le EPA, qui a vraiment eu une grosse influence sur le marché des voitures, notamment le marché des camions. Donc, ce qu'on voit ici, c'est un Silverado 2005 et un Silverado 2025. On peut voir que le camion de droite est beaucoup plus gros, il est surtout beaucoup plus haut. Cependant, il est à peu près la même largeur, un petit peu plus long, mais pas beaucoup. Donc, en 2025, ou à peu près, la question qu'on se pose, c'est ben, pourquoi est-ce que les camions et les voitures ont augmenté tant que ça en termes de volume ou en termes de superficie? Puis il y a une raison, et la raison, elle est tout à fait politique ou bureaucratique, si on veut. Donc, la EPA, en 2011, a sorti un règlement qu'on appelle footprint ou empreinte au sol. Donc, littéralement, c'est la largeur de la voiture par sa longueur. Et selon si la voiture est catégorisée comme étant un camion léger, light truck ou encore une voiture, les indices de balisage au terme de l'utilisation de l'économie d'essence ont deux échelles complètement différentes. Donc, dit d'une autre façon, la EPA sort des nouveaux règlements pour essayer de forcer les compagnies de voitures à améliorer leur consommation d'essence, essayer de réduire les consommations d'essence. Ils le font en développant des règles basées sur ou en imposant des règles d'économie d'essence sur l'empreinte de la voiture, c'est-à-dire son empattement multiplié par sa voie, sa longueur, par sa largeur. Donc, ça donne quoi? Bien, souvent, ces politiques-là partent d'une bonne idée. Je veux dire, qui peut être contre l'idée de ne plus fumer dans une voiture ou pardon, dans un avion ou d'avoir encore des ceintures de sécurité? Donc, c'est sûr qu'il y a des politiques qui sont tout à fait louables, mais cependant, souvent, ce qui arrive, c'est qu'il y a des conséquences inattendues et on va parler de ça. Et ces conséquences inattendues-là, elles importent beaucoup pour les investisseurs à long terme. Donc, la conclusion, c'est que ces normes-là, plus le véhicule est grand, moins les objectifs de consommation sont stricts. Donc, de la façon que le EPA s'est organisé, ils ont essayé de protéger le marché des camions, à tort ou à raison, pour essayer de protéger, si on veut, l'économie des industriels ou commerciales, c'est-à-dire les gens qui travaillent avec, où est-ce que les camions sont un outil de travail. C'était l'idée de commencer avec un règlement de consommation d'essence basé sur l'empreinte. Graphiquement, ça a l'air de ça. Donc, il y a deux échelles. Donc, sur l'axe horizontal, on a la longueur fois la largeur exprimée en pieds carrés. Et sur l'axe vertical, on a l'économie d'essence en 1000 au gallon. Donc, plus la voiture est grosse, moins les attentes ou la cible d'économie d'essence est importante. Donc, quand on a un graphique comme ça, on regarde ça, ben c'est sûr que si on est capable de conduire, de passer d'une voiture qui
mesure 70 pieds carrés et a de créer une voiture qui a 70 pieds carrés, mais qui peut être catégorisée comme camion léger. Pardon, c'est de l'autre sens, donc on passe d'une échelle beaucoup plus élevée, mais pour la même superficie, si on veut, on a à peu près 50 ou 33 moins de cible. La cible est 33 plus facile à obtenir, juste en changeant la catégorie vers un camion léger par rapport à une voiture. Donc, ça explique bien. Donc, un exemple parfait, c'est en 2005, on avait une Honda Fit qui mesurait 70 pieds carrés en termes de superficie et l'économie d'essence, à ce moment-là, en 2005, c'était 32 000 au gallon. Donc, on ne voit plus de Honda Fit largement parce que la voiture n'est pas capable de rencontrer les normes d'économie d'essence. Donc, Honda ne vend tout simplement plus la voiture en Amérique du Nord. Pourquoi 32 000 au gallon? Ben, c'est difficile pour avoir un moteur à essence de faire mieux que ça, surtout un moteur à essence qui doit aussi rencontrer les normes d'utilisation de l'utilisateur américain, c'est-à-dire les voies rapides où est-ce qu'on se promène à 75-80 000 à l'heure. Donc, aujourd'hui, on voit la Honda Civic, qui est la plus petite voiture vendue chez Honda, par exemple, et elle mesure 90 pieds carrés. Elle n'est même pas sur Saint-Dix là, mais on a toujours un millage d'à peu près 32-33 000 au gallon. Donc, on n'a pas vraiment largement amélioré la consommation. On a juste grossi la voiture pour rencontrer les normes. Donc, après 20 ans de réglementation, ça a l'air de quoi? Bon, bien ici, on revient à nos pick-up 2005-2025. On regarde l'aspect combiné de l'économie d'essence. On a passé d'à peu près, en 2005, on était à 15 000 au gallon et on a augmenté un petit peu et ça se prendre à peu près à 18 000 au gallon, c'est-à-dire une augmentation ou une amélioration de l'ordre de 20. Mais ça paraît beau quand on parle de 20, mais la réalité de la chose, c'est cette économie-là, si on change la vitesse, si on change l'utilisation de la voiture, on peut probablement augmenter ou se rapprocher de cette amélioration-là. Donc, au point de vue, si on regarde des chiffres, on a passé d'une voiture qui passait à peu près 4 900 livres à 5 200 livres. Donc, la voiture est plus lourde. C'est pas juste à cause du EPA. C'est sûr que maintenant, on a des coussins gonflables, on a toutes sortes d'ordinateurs à bord et beaucoup de normes de sécurité qui sont venues se faire ajouter aux normes. On a passé d'une transmission de 4 vitesses à 10 vitesses. Donc, encore là, ça vient augmenter le poids, mais ça vient aussi augmenter l'économie d'essence. Et la grosseur de la voiture a passé de 126 pieds carrés à 132 pieds carrés. Donc, c'est un petit peu plus gros. Ça paraît beaucoup plus gros parce qu'il est beaucoup plus haut. Mais en termes de largeur ou d'empattement, ça se ressemble. Moi, ce qui m'a vraiment surpris en faisant la recherche, c'est que on peut dire que l'EPA a réussi parce que dans le parc automobile, les ventes en chiffre nominal ont baissé de 12 même si l'ensemble du parc automobile, le nombre de voitures annuellement a augmenté. La part de marché des pick-up a baissé. Et aussi, ce qui m'a, en dollars d'aujourd'hui, les pick-up valent à peu près le même prix. Donc ça aussi, j'ai trouvé ça très intéressant. Cependant, l'agence ou l'EPA a créé une nouvelle catégorie de voitures qu'on appelle communément VUS. Bon, pourquoi? Bien, quand un VUS, pour qu'il soit catégorisé comme camion léger, il a besoin d'être plus élevé, il y a des normes de hauteur, il a besoin d'une transmission 4 roues motrices, all-wheel drive ou four-wheel drive, ça va, et les sièges arrière doivent se replier vers l'avant. Avec ces trois critères-là, on peut passer de peu près n'importe quel véhicule et le faire passer comme un camion léger, avec évidemment les normes beaucoup plus souples au niveau de la consommation d'essence. Donc, ça explique pourquoi en 2005, la plupart des voitures ou la plupart des voitures qu'on voyait dans les entrées de garage, c'était des Honda Accord, Toyota Camry et en fait des voitures. Donc, la Camry, vous voyez ici, elle mesurait 93 pieds carrés. Le 2025, le RAV4, lui, il mesure 92 pieds carrés. C'est intéressant aussi. Au niveau du millage, tout ce qu'on a passé, l'économie d'essence de la Camry 2005 se situait autour de 25 000 au gallon. Et le RAV4, lui, passe à 28 000 au gallon. Mais tout ce qui a changé, c'est la catégorisation de l'action. Le RAV4, on le considère un VUS, donc on le considère comme étant un camion léger. Donc,
l'agence permet la vente de ce véhicule-là. Donc, comment est-ce qu'on ramène ça à l'aspect placement? Ben, c'est pas compliqué. On regarde des entreprises qui bénéficient de ce changement-là, de ce virage-là. Les voitures ont beaucoup plus de plastique, sont beaucoup plus complexes, coûtent plus cher à réparer. Et donc, on regarde ici, évidemment, les compagnies d'assurance en profitent, les compagnies qui vendent et produisent les pièces détachées seraient deux exemples qu'on pourrait retrouver dans un portefeuille chez Exponent. Donc, la conclusion, c'est bien que nos politiciens ont beaucoup de temps d'antenne, au niveau de l'investissement, ils ont très peu d'influence. Pour revenir à nos moutons, quand on gère un portefeuille chez Exponent, on essaie de gérer cette tension entre la fiabilité des rendements, la sécurité du capital et la croissance du capital. Et à tous les trimestres, il y a toujours une force qui prend le dessus, si on veut. Donc, parfois, quand les marchés sont baissiers, l'investisseur moyen veut avoir plus de sécurité. Parfois, quand on a beaucoup de variabilité dans le rendement, on voudrait avoir une plus grande fiabilité. Et c'est sûr, quand on a des rendements qui sont bons au niveau de l'indice de balise, ben, on voudrait suivre, puis on voudrait continuer d'avoir cette croissance-là, même parfois d'en avoir plus. Mais il y a toujours cette tension-là qui nous empêche d'aller trop loin d'un côté ou de l'autre. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions ou commentaires, n'hésitez pas de contacter l'adresse courriel ci-bas. Merci et bonne journée.